C'est une humiliation. Un nouvel affront pour Vladimir Poutine. Le camouflet est signé de l'ennemi du Kremlin, l'opposant politique numéro 1, Alexeï Navalny. Son nom est censuré en Russie. Poutine lui-même ne le prononce jamais. Victime d'un empoisonnement en août dernier, Navalny a survécu et retrouvé ses tueurs présumés, des agents des services secrets russes. Comble de culot, il a réussi à piéger au téléphone l'un des membres du commando. À 7 h du matin, j'ai appelé mon meurtrier. Il se fait alors passer pour un proche de Poutine, demandant des détails sur l'opération, sur l'endroit précis où le poison a été distillé. Sur quel vêtement vous avez insisté? Le slip. Le slip? Un slip empoisonné. Des services secrets qui se laissent berner par un simple canular. La vidéo du piège a fait 27 millions de vues. Agacé, Vladimir Poutine nie tout empoisonnement. Évidemment qu'il n'a pas été empoisonné. Si on l'avait voulu, on serait sans doute allé jusqu'au bout. Des plaines de Sibérie, au pouvoir de Moscou, en passant par Berlin, Londres et Vienne, nous allons vous raconter cette histoire d'espionnage et de poison appelée Novichok. Le Novichok est l'un des poisons les plus terrifiants au monde. Il coupe les neuroconnecteurs du corps. Vous ne pouvez plus bouger, ni même respirer. Comment Alexeï Navalny a-t-il survécu? Vladimir Poutine a-t-il signé cette tentative d'assassinat? Le 20 août dernier, alors que la douceur et la grisaille enveloppent la ville de Tomsk en Sibérie, Alexeï Navalny ne sait pas que dans quelques heures, il va tomber foudroyé par le poison le plus dangereux du monde. À 44 ans, l'ancien avocat est devenu la bête noire de Vladimir Poutine. Depuis quelques années, il dénonce avec un bagout très personnel la corruption du pouvoir, s'en prend au chef du Kremlin et aux élus locaux. Ce que je vois là, c'est la capitale des étudiants de Russie. Mais si tu regardes avec des lunettes spéciales, alors tu verras que toute la ville est gangrénée par la corruption. Avec des effets spéciaux à l'intention des jeunes, il va poster cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le seul moyen qu'il a de se faire entendre, puisqu'il est interdit d'élection et qu'il ne peut pas faire campagne. Une fois le tournage terminé, il rejoint le reste de son équipe dans un petit hôtel du centre-ville. Ils se retrouvent tous au bar. Il commande alors un Bloody Mary. Mais on lui répond qu'il n'y en a pas, ce qui est suspect, parce que c'est un cocktail très populaire. Le seul cocktail disponible, c'était un Negroni. Il l'a goûté et il a trouvé qu'il avait un goût bizarre. Il l'a alors renvoyé. Et il est allé se coucher, car le lendemain, il partait à 6 heures. Il s'est réveillé tôt ce matin-là pour rentrer à Moscou en avion. Et à l'aéroport, aucun problème, il se sentait bien, il a pris un thé. Il n'y avait rien qui aurait pu laisser présager ce qui allait se passer. Il monte dans l'avion avec son attaché de presse, Kira. Il sait qu'il a 4h30 de vol avant d'arriver jusqu'à Moscou. Je suis assis à ma place et je regarde le dessin animé Rick et Morty. J'adore regarder cette série, même si je l'ai déjà vue 100 fois. Et je me dis, super, je vais regarder ça. Ensuite, je vais lire et personne ne va m'embêter. Au bout de 20 minutes, je n'arrive plus à m'intéresser à ce que je regarde.
Je sens alors une sueur glacée me parcourir le corps. Une sensation étrange. Je suis parti aux toilettes en chaussettes. Je me suis mis de l'eau sur le visage. Je me suis assis 1 minute. Mais rapidement, je me suis dit, il faut que tu sortes, parce que tu ne pourras pas te relever. Je me dis, il faut que j'appelle au secours, car je ne suis pas capable de retourner à ma place. Et là, je vois un steward et je lui dis, on m'a empoisonné, je vais mourir. Je tombe à ses pieds, ça paraît fou. L'ennemi de Vladimir Poutine pousse alors des râles de douleur dont il n'a aucun souvenir. Un passager enregistre ses cris. À ce moment-là, tout mon corps me dit, Alexei, il est temps de dire adieu. Je souffre trop, je ne peux plus vivre. Une fois que Navalny a prévenu le steward qu'il avait été empoisonné, qu'il allait mourir, c'était vraiment au pilote de prendre la décision. Et il a eu beaucoup de chance, parce que le pilote a décidé immédiatement de se poser à Omsk. Si Navalny était resté 3 heures de plus dans l'avion, il serait mort. L'avion atterrit en urgence à Omsk. Sur le tarmac, des urgentistes lui administrent un antidote. L'ennemi du Kremlin est ensuite transféré à l'hôpital. Il est entre la vie et la mort dans une des chambres vétustes de cette clinique. Malgré tout, Moscou affirme catégoriquement que l'opposant n'a pas été empoisonné. Les médecins ont reçu des mises en garde. Ils ne devaient surtout pas mentionner qu'il pouvait s'agir d'un empoisonnement. De toutes les analyses qui ont été faites, il n'y a aucune trace de poison. Mais à l'étranger, on ne croit pas à cette thèse. La France et l'Allemagne demandent l'évacuation immédiate du patient hors de Russie. Il y a eu Merkel et Macron qui ont téléphoné à Poutine, ainsi que d'autres leaders occidentaux. Et tous lui ont bien fait comprendre que si Navalny venait à mourir en Russie, tout le monde allait le rendre responsable et qu'il ne fallait pas se comporter comme ça. Les proches de Navalny remuent ciel et terre et trouvent un avion d'une association humanitaire prêt à l'évacuer à Berlin. Ils écrivent aussi à Vladimir Poutine, qui va mettre 2 jours à donner son accord. Il a repoussé l'évacuation pendant 40 heures, puis il a finalement donné l'autorisation, parce qu'alors ils étaient quasiment sûrs qu'il n'y aurait plus aucune trace du poison. Pendant ce temps, les amis de l'opposant, restés à Tomsk, vont fouiller la chambre qu'il a quittée le matin même. Ils cherchent à récupérer des objets pour faire analyser d'éventuelles traces de poison. Ils se focalisent sur les bouteilles d'eau. Si vous voulez récupérer quelque chose, il faut demander à la police, me dit le directeur. Bah non, madame, on fera sans. Personne n'a rien touché avec les mains, on est d'accord. S'agit-il d'un empoisonnement? D'un malaise? Des prélèvements ont lieu sur le corps de Navalny alors qu'il vient d'arriver à Berlin, toujours dans le coma. 3 laboratoires, dont un français, vont rendre le même verdict. Alexei Navalny a été victime d'une attaque avec un agent chimique neurotoxique militaire de la famille du Novichok. Cela signifie qu'Alexei Navalny est victime d'un crime.
Mais que c'est stupide! Que c'est stupide! Ce poison, c'est la signature de Poutine. C'est comme laisser sa carte de visite sur la scène d'un crime. Le Novichok est une arme chimique la plus puissante jamais conçue, 10 fois plus létale que le gaz sarin. Fabriqué par l'Union soviétique à partir des années 70, ce poison est incolore et d'après les chercheurs, se présente sous forme liquide. Il peut donc être mélangé à de la nourriture ou aspergé sur des vêtements. Le Novichok est un agent innervant. Il agit sur le système nerveux. Il le pousse à son extrême limite et ce qui se passe alors, c'est que l'organisme se met hors circuit. Les effets ne sont pas immédiats. Et si c'est bien dosé, cela peut prendre plusieurs heures avant d'agir. Ce qui veut dire que les empoisonneurs peuvent être déjà loin. Après 3 semaines de coma, alors que les médecins n'étaient pas très optimistes, Alexeï Navalny se réveille subitement. Le survivant au Novichok raconte alors une expérience effrayante. Les hallucinations dans mon cas, c'était pas des éléphants roses ou des lapins qui parlent. C'était une torture. À l'hôpital de la Charité de Berlin, ses 2 enfants et sa femme Yulia viennent le voir tous les jours. Le pire pour moi, ça a été de le voir à l'hôpital. Et de comprendre que la situation était pire que ce à quoi je m'attendais. Mais la chose la plus horrible, c'était de le voir dans le coma. Il avait des convulsions, il s'arc-boutait, comme dans le film Alien. Poutine ne s'attendait pas à ce scénario. Il ne s'attendait pas à ce que Navalny survive, à ce qu'on découvre que c'était du Novichok. Ça devait passer pour une crise cardiaque. Qui se cache derrière l'empoisonnement de l'opposant? Cet homme a retrouvé les assassins de Navalny. Il vit aujourd'hui en Autriche, sous protection. Avec son équipe de Bellingcat, un site d'investigation, il lui aura fallu seulement 2 mois pour identifier l'équipe de tueurs présumés. Il commence d'abord par localiser l'endroit où est fabriqué le poison. Notre enquête nous a menés à Moscou, dans un institut qui prétend produire des additifs pour boissons énergisantes. Mais ce que nous avons découvert, c'est que tous les scientifiques qui travaillent dans cet institut viennent d'un centre militaire qui avant fabriquait du poison et des armes chimiques, dont le Novichok. Il rassemble ensuite des informations sur cet institut secret grâce à un système aussi simple qu'incroyable, une base de données illimitée sur Internet. Le gouvernement russe a décidé de stocker des informations sur chaque citoyen. Donc il collecte les infos des caméras de vidéosurveillance, des téléphones. Il garde toutes les données pendant 3 ans sur un serveur central. Et toutes ces données sont d'abord vendues sur le marché noir, puis ensuite en accès libre sur Internet. En analysant les données téléphoniques des employés du laboratoire, l'enquête révèle qu'ils sont en contact avec un commando appartenant au service secret du FSB. 8 personnes qui présentent le profil parfait pour une opération d'empoisonnement. La plupart de ces agents ne sont pas des espions traditionnels comme on peut l'imaginer. Certains sont des spécialistes du gaz moutarde, d'autres sont des médecins, personnels médicaux. L'un est diplômé de l'Académie de la défense chimique. Donc ils ont des connaissances très spécifiques et pointues qui font d'eux des candidats parfaits pour ce type de travail. Les journalistes découvrent que le commando de chimistes du FSB était bien présent à Tomsk le jour de l'empoisonnement. Mais pas seulement. Les tueurs présumés ont suivi l'ennemi de Poutine pendant 3 ans, dans 36 déplacements à travers le pays.
Ils ont commencé à le suivre la semaine où il a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle. Il commence dès début 2017. Et ce n'est pas juste le suivre, ce n'est pas de la surveillance. Ce sont des docteurs, des chimistes, donc prêts à le tuer. Ils ne prennent jamais le même vol que lui. Ils ne les voyaient donc jamais. Ils arrivaient dans les mêmes hôtels et faisaient attention à ne jamais tomber sur lui. Ils ne le suivaient pas, ils attendaient le bon moment pour le tuer. C'est pour ça que ce groupe de gens, il ne les a jamais vus. Pourquoi l'avoir suivi si longtemps? Avait-il déjà été visé avant cet été 2020? Un an avant, l'ennemi de Poutine, alors emprisonné pour 1 mois en Russie, avait souffert étrangement d'abcès sur le cou, le dos et le torse. En 2017, il avait été aspergé d'un antiseptique vert. Je voulais vous dire, peut-être qu'au Kremlin on pensait que je n'allais pas pouvoir m'exprimer avec le visage vert, mais au contraire, je peux le faire. Enfin, quelques semaines avant l'affaire de Tomsk, lors d'un séjour à Kaliningrad, sa femme Yulia avait été victime d'un malaise semblable aux effets du Novichok. Le commando s'était-il alors trompé de cible? Il faut un dosage précis, minimum pour tuer quelqu'un. C'est pour ça qu'ils ont échoué plusieurs fois. Si tu mets trop peu de poison, la personne ne s'en rend même pas compte. Parce qu'alors 10% des neuroconnecteurs fonctionnent encore. Et ça suffit à maintenir en vie. Mais si tu en mets trop, alors là, tu t'empoisonnes toi-même. Avant de publier toutes ces informations explosives, les journalistes de Bellingcat ainsi que CNN vont tenter de donner la parole aux commandos. Alors on est là chez l'un des membres du commando du FSB et on va voir s'il a quelque chose à nous dire. Nous pénétrons dans l'immeuble où se trouve l'appartement de l'agent Oleg Tayakin. Je m'appelle Clarissa Ward, je travaille pour CNN. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Est-ce que c'est votre unité qui a empoisonné Navalny? Ensuite, il y a cette sensation étrange. Est-ce que ce que je viens de faire n'est pas bêtement dangereux? Est-ce que je n'ai pas gêné, humilié, voire mis KO un assassin russe présumé? Et donc, est-ce que je ne dois pas déguerpir au plus vite? Eh bien, c'est ce qu'on a fait. Au même moment, en Allemagne, les journalistes de Bellingcat sont partis prévenir Alexei Navalny qu'il tenait les noms de ses tueurs présumés. L'opposant décide alors de piéger l'un d'entre eux, de réaliser un canular téléphonique. Quand il appelle cet agent, il se présente évidemment pas comme Alexei Navalny, il se fait passer pour le collaborateur du patron du Conseil de sécurité nationale, qui est un organe qui supervise une partie des services. Il prétend qu'il fait une enquête sur les ratés de l'empoisonnement Navalny. Il le trompe en se présentant comme finalement un supérieur, mais que l'autre n'a aucune raison de connaître. C'est pas un supérieur direct au sein du FSB, ça n'aurait pas marché. L'agent est soupçonneux, mais Navalny, très convaincant. Constantine? Allô? Allô, Constantine Borisovitch? Oui, oui. Bonjour, je m'appelle Maxime Sergueïevitch Ustinov. C'est Vladimir Mikhailovitch Bogdanov qui m'a donné votre numéro de téléphone. Excusez-moi de vous appeler si tôt, mais j'ai besoin de 10 minutes de votre temps. Vraiment besoin. J'aimerais bien vous aider, mais là je suis bloqué chez moi à cause du coronavirus. C'est pour ça que je vous appelle. Écoutez, tout s'est déroulé d'une façon que... Enfin, ça n'a pas tourné à notre avantage, c'est ce que je pense. Si ça avait mis un peu plus de temps, alors ce serait passé totalement différemment. Plus de temps, comment ça? Si le vol avait duré plus longtemps?
Oui. J'en avais la chair de poule. C'était incroyable. Pour la première fois de ma vie, j'entendais des assassins décrire comment leur meurtre avait échoué à cause des gentils. Navalny cherche à savoir où le poison a été mis. L'agent lui confie que sa mission était de nettoyer les traces sur ses vêtements, restés à l'hôpital de Omsk. Quelle procédure avez-vous suivie? Qu'avez-vous fait avec ces vêtements? On a lavé, traité avec une solution pour que... Comment dire? On a traité pour qu'il n'y ait pas de traces. Rien de ce genre. Dites-moi, sur quel vêtement vous avez insisté? Le slip. Le slip? Sur quelle partie du slip? La partie intérieure ou extérieure? On a travaillé sur la partie intérieure, c'est cette partie-là qui a été traitée. L'entrejambe, si vous préférez, le long des coutures. Ils ont mis le poison à l'intérieur de son slip. Parce que c'est là que le slip est en contact avec le corps. Et c'est là que vous êtes le plus vulnérable. Pourquoi les services secrets ont-ils échoué dans leur mission? Valéry Kariev est un ancien agent du FSB. Il considère qu'ils ont perdu en efficacité au fil des années. Pourquoi ne pas avoir confié cette mission de liquidation à quelqu'un d'autre? Quand c'était les Tchétchènes qui sont chargés, ça c'était des gens qui savaient opérer. Puis quand on les arrêtait, ils disaient avoir été motivés par une haine personnelle. Et point final. En somme, il y a de quoi se questionner quant au professionnalisme de nos services spéciaux. Aujourd'hui, aucune enquête n'est en cours en Russie. Les services secrets ont-ils pu agir sans le feu vert du président? Il y a un tel degré de paranoïa au Kremlin qu'ils pensent que quelqu'un pourrait essayer d'empoisonner Poutine, faire un coup d'État. Donc pour avoir accès au poison, il faut impérativement la signature des services de protection rapprochés de Poutine. Personne ne peut avoir accès au Novichok sans l'aval du Kremlin. Ce n'est pas possible. Après 149 jours de convalescence en Allemagne, Alexeï Navalny a pris la décision de rentrer à Moscou, malgré les risques. Ils veulent m'arrêter. Ce n'est pas possible. Je ne suis coupable de rien. Il n'y a eu aucune hésitation de sa part. Parce que, comme il le dit, il ne fera pas ce cadeau à Poutine de rester à l'étranger, de devenir politiquement illégitime en Russie. Il est arrêté immédiatement à son arrivée à l'aéroport. Poursuivi pour violation de contrôle judiciaire, diffamation, escroquerie, il est condamné dans la foulée à 3 ans et demi de prison. D'autres procès sont à venir. Mais il a pris soin de préparer une dernière flèche à l'intention de Vladimir Poutine. Dans ce pays, il n'y a qu'un seul tsar, inamovible, Poutine. Dans une vidéo qui a fait plus de 100 millions de vues, enregistrée avant son retour, il l'accuse de posséder un somptueux palais d'1,12 milliard d'euros, financé par la corruption. Vladimir Poutine reste de marbre, Navalny en prison. Rien ne dit qu'il aura la possibilité de se présenter face à lui lors de la prochaine présidentielle en 2024.